que inévitablement cette révolution devrait échouer, s'effondrer. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'est, comme il disait, porter la révolution en Europe. Donc d'un côté c'était de l'aventurisme, et de l'autre côté c'était le pessimisme, et le défaitisme et le capitulationnisme. Et alors, les ouvriers et les paysans qui ont souffert, mais qui ont posé des actes héroïques pour défaire le tsarisme et la bourgeoisie, on leur dit, écoute, on est seuls, donc, chers amis, c'est dommage, mais ce sera pour la prochaine fois. Parce que cette fois-ci... Et donc, le parti bolchevique a accepté de discuter là-dessus pendant 4 à 5 ans. Donc, ça a pris beaucoup de force et ça a paralysé beaucoup de ses forces. Mais donc dans ce débat, c'est essentiellement Staline qui a exprimé la confiance dans le parti bolchevique, la confiance dans la classe ouvrière, la confiance aussi dans le léninisme en tant que doctrine de la révolution, en tant que doctrine de la construction du socialisme, et en tant que doctrine qui exprimait, et c'est ce que Lénine a fait dans les 2 dernières années de sa vie, qui exprimait la certitude que dans la conjoncture spécifique du monde, on avait tout ce qu'il fallait pour construire le socialisme en Union soviétique. Donc c'est Staline qui a défendu ces idées, qui correspondaient aussi aux besoins des ouvriers et des paysans. Et il l'a fait. Le troisième point que je veux souligner, c'est que c'est Staline qui en fait a construit le parti bolchevique en tant que parti de masse. Donc l'idéologie, la ligne politique, la conception du parti, c'est Lénine qui l'a créé dans la clandestinité et dans les luttes contre le tsarisme. Mais je dis, en 1917, au moment de la Révolution, ils sont 33 000 membres, pas plus. Pendant la guerre civile, il y en a 600 000 environ qui entrent. Après la guerre civile, Lénine fait la première épuration. La première épuration, la plus grande, a été organisée par Lénine en 1921. Il a renvoyé 50% des membres. Parce que beaucoup de gens, ils étaient entrés dans le parti bolchevique pour avoir la terre. Donc des jeunes paysans. Mais question de connaissance du communisme ou du marxisme ou même des choses élémentaires, il n'y avait rien. Et donc on a dû faire le tri. Donc ils sont 300 000 quand ils commencent à construire le pays en 21. Environ 10 années plus tard, 31-32, ils sont 2 500 000. Donc dans les batailles pour construire le pays, pour industrialiser, pour collectiviser, pour faire une révolution culturelle, on a absorbé les jeunes forces de la classe ouvrière et de la paysannerie. 2 500 000. Et alors, ce que je veux dire, c'est que quand on voit les luttes politiques, c'est Staline essentiellement qui a défendu les conceptions, la politique de Lénine. Et qui a formé le parti dans ses conceptions. Et donc qui a créé un parti de masse capable d'entraîner toute la classe ouvrière et toute la paysannerie dans une tâche dont presque tout le monde jugeait qu'elle était impossible à réaliser. Ce n'était pas seulement les trotskistes qui disaient que c'était impossible. Ici en Occident, c'était clair pour tout le monde que cette folie ne pouvait pas durer. Mais donc, grâce à la capacité d'organisation et d'inspiration politique et de formation politique de Staline, l'Union soviétique s'est dotée d'un parti capable de diriger ce processus extrêmement compliqué. Et donc, c'est Staline aussi qui, dans ses jeunes paysans et ouvriers, a inculqué l'esprit de sacrifice, l'esprit de héroïsme aussi dans le travail. Et qui en a fait un parti qui a réellement bouleversé complètement l'Union soviétique, mais aussi complètement bouleversé la situation mondiale. Le quatrième point que je veux souligner, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de propagande bourgeoise dit, Staline a été un grand théoricien. Et donc, il est important de souligner son œuvre théorique. Donc, d'abord, il a défendu avec conséquence
et avec précision les bases de l'œuvre de Lénine contre toutes les tendances opportunistes qu'il y a eu, et elles étaient nombreuses dans le parti. Et deux, il a appliqué dans la construction de l'Union soviétique les conceptions léninistes qu'il a défendues. Il y a une défense théorique, mais aussi il y a une application et un développement dans la pratique. Et ce qu'on peut souligner dans l'œuvre théorique de Lénine, c'est que, de Staline, c'est que contrairement à Lénine, qui écrit souvent pour les groupes intellectuels qui dirigent le mouvement populaire et révolutionnaire, ce qui donne des œuvres parfois très compliquées à comprendre, parce qu'il y a des discussions très, très sophistiquées. Donc, Staline est dans une autre situation. Il dirige le pays, il construit un pays de masse, et il doit éduquer les millions d'ouvriers simples et de paysans qui savent juste écrire et lire. Et donc, ce qui a comme conséquence que ces œuvres ont une très grande qualité pédagogique. Vous pouvez faire le test. Donc, beaucoup d'ouvriers chez nous, ils vont plus facilement comprendre les textes de Staline. Et donc, c'est pour ça que des textes comme les principes du léninisme, c'est son cours sur le léninisme qu'il a donné à l'université Sverdlov en 1924. Donc, ça s'appelle des principes du léninisme. C'est très court, mais c'est absolument brillant. Parce que tu as presque l'ensemble de l'œuvre de Lénine dont il sort l'essentiel et il le rend compréhensible pour un ouvrier. Vous pouvez encore l'étudier aujourd'hui avec des ouvriers. Et alors, le deuxième livre qui a eu une importance décisive pour la construction du parti bolchevique de l'Union soviétique, mais aussi pour tous les communistes du monde. Il a été étudié pendant la résistance contre les fascistes au Vietnam, en Chine, en Yougoslavie, en Albanie, en Belgique, en France. C'est l'histoire du parti communiste bolchevique qui a été rédigée sous la direction de Staline en 1938. Et donc ça aussi, c'est un modèle de clarté. Il cerne très bien les points essentiels de toutes les discussions qu'il y a eu entre Lénine et les opportunistes. Et donc moi je pense que ces deux ouvrages, ensemble avec le manifeste du Parti communiste et l'État et la révolution de Lénine, ce sont les 4 livres qui sont à la portée d'un ouvrier et qui peuvent et qui doivent constituer la base de la conscientisation communiste encore de nos jours. Le 5e point que je veux développer, c'est que Staline a réalisé la tâche jugée impossible qui était l'industrialisation de l'Union soviétique. En 1921, l'Union soviétique sort d'une guerre mondiale et d'une guerre civile. 7 années de guerre ininterrompues qui ont ravagé presque tout le pays. Presque tout était détruit. Il n'y avait presque plus d'usines debout. Et c'était déjà un pays arriéré avant la guerre. Alors, Staline a redressé l'économie et a alors lancé en 1928 le premier plan quinquennal au monde grâce à la conception d'une économie planifiée et grâce à l'héroïsme au travail, à l'esprit de sacrifice de la classe ouvrière. C'était les 2 forces essentielles sur lesquelles on a réalisé le miracle de l'industrialisation. C'est l'économie planifiée et c'est l'esprit révolutionnaire, l'esprit héroïque au travail de la classe ouvrière. Quand le plan quinquennal commence, le premier en 1928, l'Union soviétique réserve 14% de son revenu national à l'accumulation. Donc de tout le revenu national, 14% sont utilisés pour créer essentiellement de nouvelles entreprises, des chemins de fer, etc. On commence le premier plan quinquennal avec une certitude. Si l'Union soviétique ne mène pas, en une période de 10 à 15 années, l'industrialisation complète du pays, qui le rend capable de mener la lutte dans le domaine économique avec les pays impérialistes les plus avancés, si on n'est pas en mesure de faire ce miracle, on sera écrasé. Et donc les ouvriers sont éduqués et les paysans dans cet esprit-là. La guerre qu'ils ont menée en 20 jusqu'à 21, les interventionnistes, ils l'ont cessé de façon contrainte.
mais ils reviendront dès que l'occasion se présente. Il y a eu des crises entre l'Union soviétique et l'Angleterre en 1927. Il faut savoir que les Japonais attaquent la Chine et sont à la frontière soviétique en 1931. Et donc cette idée que le temps est très limité était à la naissance du premier plan quinquennal. Alors, le revenu national a été réservé à 44% à l'accumulation. Et donc, l'Union soviétique et Staline disaient aux ouvriers qu'il faut faire des sacrifices, qu'il n'y a que ça si on veut survivre. Et si on veut créer une base matérielle sur laquelle les conditions de vie et d'habitation des ouvriers et des paysans peuvent s'améliorer par après. Et donc, l'effort qu'on a demandé pour créer leur parti, leur industrie, dans laquelle les ouvriers étaient les maîtres, cet effort a été fait de façon consciente et dans une gigantesque campagne d'éducation et de formation. Donc les bourgeois et tous les opportunistes, ils vous diront à longueur de journée que les ouvriers ont souffert, que Staline a imposé des conditions impossibles, etc., que ce n'est pas la dictature du prolétariat parce que les ouvriers ont souffert. Donc tous les contre-révolutionnaires, ils se préoccupent terriblement du sort des ouvriers dans ce cas-ci. Donc les bolcheviks savaient bien, ils ne pouvaient pas exploiter des colonies. Ils ne pouvaient pas se baser sur des capitaux d'autres pays impérialistes. Or, ce sont les deux sources de tout le développement de n'importe quel pays capitaliste qui était arrivé au stade de pays capitalistes développés. C'était l'exploitation féroce des colonies et c'est emprunter des capitaux d'une autre puissance impérialiste. Donc, cette voie était coupée. Et donc, si l'Union soviétique voulait, en un laps de temps très court, réaliser son industrialisation, il fallait que les ouvriers et les paysans fassent les sacrifices eux-mêmes. Il n'y avait personne d'autre. Ils l'ont fait, ils savaient pourquoi. Mais la bourgeoisie va parler du sort terrible de la classe ouvrière. C'est intéressant de faire maintenant une comparaison avec ce qui se passe maintenant en Union soviétique. Entre 90 et 94, les salaires en Union soviétique ont chuté de 60%. Donc les ouvriers ont fait des sacrifices terribles. Ne parlons pas de licenciements, hein. Il y en a à peu près 20 millions d'après les estimations. Donc en Union soviétique, les ouvriers ont fait des sacrifices, mais c'était des sacrifices pour créer leur État indépendant et leur industrie. Les sacrifices que la bourgeoisie et l'impérialisme imposent aux ouvriers soviétiques aujourd'hui ont eu comme conséquence que la production chute de 50%. Donc on ne construit pas le pays, on le détruit. Le pays ne devient pas indépendant, il devient dépendant de l'impérialisme américain et allemand. Parce que c'est eux qui ont pris pour un prix de rien les meilleurs secteurs. Mais donc maintenant, la bourgeoisie ne se préoccupe pas extraordinairement du sort des ouvriers comme elle le faisait sous Staline. L'industrialisation, deux chiffres à retenir pour avoir une idée de quoi on parle. En 1920, Lénine a fait le plan de l'électrification du pays. Donc vous connaissez la formule de Lénine, le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification, c'est-à-dire des moyens de production modernes. Et donc il a fait un plan pour électrifier, un plan de 15 ans. Et en 1935, le plan est fait en 20, il espérait avoir une puissance de 1 750 000 kilowatts. Donc ça, c'était la planification. Alors ce plan a été réalisé par Staline en 1935 à 230%. Donc un plan qui en Occident était tenu pour impossible à réaliser a été réalisé plus que 2 fois, à 230%. Autre chiffre qui exprime l'effort extraordinaire des travailleurs, mais aussi la réussite extraordinaire dans le domaine économique du socialisme sous Staline. La production industrielle a augmenté en moyenne par an entre 30 et 40 de 16,5%.
Donc c'était le plus grand chiffre, c'était un chiffre d'ailleurs jamais réalisé au monde. Et c'était dans une situation où l'impérialisme était en crise et où la production chutait en Allemagne, la crise de 29 qui a duré jusqu'en 1932 et dont on est sorti en préparant la guerre. Voilà pour ce qui concerne l'industrialisation. On va y revenir quand on parle de la guerre. Le sixième point que je veux indiquer comme mérite historique de Staline, c'est d'avoir réalisé la collectivisation. Et ça, c'était probablement la tâche la plus dure. La paysannerie, donc la plupart d'entre nous, quand on dit paysan, ça ne nous dit rien parce qu'il n'y en a plus en Belgique. Et donc c'est difficile pour nous d'imaginer ce qu'était l'Union soviétique en 1920-1925. C'était un pays qui, pour ce qui concerne les conditions techniques et matérielles à la campagne, vivait comme la Belgique et la France aux années 1500. Donc les techniques étaient au niveau des techniques utilisées par nos paysans sous la domination espagnole. L'analphabétisme était général. Il régnait une idéologie moyenâgeuse. Dans les villages, on brûlait encore les sorcières. Donc c'était les croyances les plus abrutissantes. Et c'est avec cette masse paysanne qu'il fallait construire le socialisme. La révolution socialiste a donné la terre aux paysans. Chaque paysan a reçu une part égale de la terre. Mais il produisait et il vendait. Donc c'était le petit commerce. On n'avait pas d'autre possibilité. Ça s'appelle la nouvelle économie politique. Mais donc il dit commerce libre, il dit qu'il y a des gens qui vont se ruiner, il y a d'autres qui vont s'enrichir. Il y a des gens qui ont beaucoup de malades dans la maison et qui doivent emprunter. Il y en a qui ont peu de force de travail, il y en a d'autres qui ont beaucoup de force de travail. Bref, en 1927, il y a à nouveau 7% de paysans qui n'ont plus rien, qui sont des paysans sans terre. Il y a 35% de paysans pauvres, c'est-à-dire des paysans qui n'ont ni cheval ni charrue. Et donc qui survivent à peine et qui doivent se louer à des paysans riches. Vous avez 50, 51, 52% de paysans moyens, c'est-à-dire des gens qui s'en sortent tout juste. Et vous avez à nouveau 7% de paysans riches qui peuvent engager 2, 3 ouvriers, qui ont des chevaux, qui peuvent élargir leur terre. Bref, vous avez une polarisation spontanée, comme c'est normal dans une économie où il y a le marché libre, une polarisation entre riches et pauvres, entre prolétaires et exploiteurs. Cette Union soviétique voulait s'industrialiser, elle prépare le premier plan quinquennal. Mais si tu veux industrialiser, tu veux faire venir quelques millions de travailleurs en plus dans les villes, il faut les nourrir. Donc il fallait une plus haute productivité de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut avoir une plus haute productivité à l'agriculture? Il faut de toute façon introduire des machines, des engrais, donc des moyens de production modernes. Qui va les introduire? La tendance spontanée, c'était que les 7% de paysans riches achètent un tracteur. Et ça se passait déjà. Il y avait quelques centaines de paysans qui étaient venus assez riches pour acheter un tracteur. Mais donc ça, c'était l'accélération du processus où les riches accumuleraient très vite et où la masse de la paysannerie se ruinerait. Et si l'agriculture, l'océan dans lequel baignaient les villes, était tenu par une bourgeoisie agricole, c'est clair que le socialisme ne durerait pas dans les villes. Que l'encerclement de cette masse réactionnaire qui dirige la paysannerie, les paysans riches, vont renverser le pouvoir dans les villes. Donc il n'y avait qu'une deuxième voie pour introduire une modernisation de l'agriculture, c'était de pousser les gens, les paysans pauvres et moyens, à se coaliser, à se regrouper et leur donner les moyens techniques modernes, tracteurs, etc. Ça, c'était le processus de collectivisation et de la création de kolkhoz. Le parti a impulsé ce processus. Mais donc en 27, il n'y a que 4% environ de paysans qui sont dans des kolkhozes et des sovkhozes.
Donc c'est un processus qui démarre lentement parce que la conscience des paysans n'est pas très développée. Or, vers 1929, les kolkhozes réalisent environ 7% de la production, autant que les koulaks, que les paysans riches. Et donc, on commence à avoir assez de production collective pour pouvoir engager le combat pour l'élimination des domaines et de l'exploitation capitaliste koulak. Et le parti décide de s'engager dans cette voie, de limiter d'abord et ensuite d'éliminer les paysans riches. Donc c'est l'offensive de la collectivisation qui démarre pour de bon en 1929. En général, chez nous, on dit que la collectivisation a été imposée par la force, par Staline, le dictateur, etc., et que les paysans n'en voulaient pas. Avec quoi est-ce que le pauvre Staline aurait imposé sa collectivisation? À la campagne, le parti bolchevique n'avait presque pas de force. Donc il y avait 350 000 membres du parti sur une population de 120 millions de paysans. Donc l'encadrement des communistes par le Parti communiste à la campagne était très très réduite. Il y avait 3 communistes sur 1000 paysans. Mais plus, à la campagne, presque tout le monde qui savait lire et écrire pouvait facilement entrer dans le parti, parce qu'on manquait de tout. Et donc celui qui avait été à l'école, il pouvait parler quelques paroles marxistes, et il entrait. C'était très facile. Et donc il y avait beaucoup de koulaks, d'anciens gendarmes, d'anciens fonctionnaires du régime tsariste qui se reconvertissaient en 2-3 mouvements en bolcheviques. Donc pas seulement le parti était faible du point de vue numérique, mais aussi du point de vue de la conscience. Alors le parti a envoyé des dizaines de milliers, et même plusieurs centaines de milliers d'ouvriers, de gens de la ville, des jeunes de l'armée rouge qui avaient eu une formation communiste, à la campagne, pour aider le mouvement de la collectivisation. Et donc, eux, ils ont encadré les paysans pauvres, surtout, et les paysans moyens, pour que le mouvement kolkhozien démarre réellement. Et si la masse de la paysannerie n'était pas consciente des enjeux, jamais le parti bolchevique aurait pu réaliser la collectivisation. Ce que je veux dire, c'est que les masses des paysans pauvres et des paysans moyens, ils voyaient bien l'évolution. Et donc, ils savaient qu'ils étaient en train de retomber sous la dictature de la bourgeoisie rurale. Et donc, s'ils voulaient se développer, s'ils voulaient être libres, s'ils voulaient être dirigeants du pays, il fallait le combattre et il fallait s'unir. Et les luttes de classe à la campagne en Russie, qui ont duré des siècles et des siècles, où il y a eu chaque fois des insurrections, des jacqueries, de la paysannerie poussée au bout, cette tradition était dans les têtes des gens. Chaque fois on a lutté, on s'est fait massacrer. Et donc cette fois-ci, cette lutte séculaire a connu un nouveau cycle. Mais maintenant, les paysans pauvres et moyens, ils avaient de leur côté l'armée, ils avaient de leur côté l'État, ils avaient de leur côté le parti. Et c'est essentiellement la force de la masse qui a permis aux bolcheviks et au socialisme de vaincre la classe des koulaks, qui pouvait encore s'appuyer sur toutes les traditions rétrogrades, réactionnaires, orthodoxes, cléricales qui vivaient à la campagne. Point suivant. Une fois que la mobilisation commençait à se faire et que les koulaks savaient qu'ils vont faire la collectivisation, s'est déclenchée une véritable guerre civile. Les koulaks, ils savaient que c'était la lutte finale. Et donc, ils ont tout fait pour complètement bousiller le système. Ils ont mené la guerre, et une guerre d'extermination, d'abord aux chevaux, aux bœufs et aux moutons. Et à tout ce qui avait 4 pattes. Donc, il disait, la collectivisation ne peut réussir que si les chevaux sont utilisés collectivement. Le terre était travaillé avec des chevaux et des bœufs. Les chevaux et des bœufs étaient essentiellement aux mains des paysans riches et des paysans moyens. Les riches ont dit aux moyens, ils vont vous prendre tout, vos animaux et vos femmes.
Et donc, l'idéologie réactionnaire étant encore bien enracinée, il y a pas mal de paysans moyens qui les ont suivis. Et donc, il y a eu un abattage monstre de chevaux, de bœufs et du reste. La moitié des chevaux ont été exterminés. Mais ça veut dire la moitié de la force de travail pour travailler la terre était détruite. Mais donc, ils voulaient que tout soit détruit, parce qu'alors les bolcheviks tomberaient. Ça, c'était leur calcul. Donc, c'était une lutte sauvage. Et donc, le parti bolchevique a été en mesure de mobiliser les masses pauvres et les masses moyennes pour, dans une lutte ouverte et parfois féroce, défaire les koulaks. C'est ce qu'on appelle la dékoulakisation. En général, on décrit les horreurs, qu'on a exterminé les koulaks comme on a exterminé les juifs. Ça, c'est la propagande que les nazis ont commencé après leur défaite, que la CIA et les Américains ont repris. Donc, quand on voit la dékoulakisation, elle a commencé de façon spontanée par les paysans qui s'en sont pris aux koulaks. Et donc, le parti a très vite mis de l'ordre et on fait des catégories dans les koulaks. C'était seulement les koulaks qui avaient entrepris des actions contre-révolutionnaires ouvertes, qui pouvaient perdre tout leur terre et tous leurs avoirs et être enfermés dans des camps. Ils étaient 63 000. La deuxième catégorie comprenait 150 000 familles d'anciennes propriétés foncières et de paysans riches qui étaient politiquement actifs, mais pas ouvertement contre-révolutionnaires. Et la grande masse des koulaks, entre 400 000 et 800 000, ne perdaient pas tous ces terres, ni tous ces avoirs, et on leur donnait de la terre dans le district où ils étaient, c'est-à-dire ils n'étaient pas déportés dans des régions lointaines. C'était une bataille gigantesque, mais en 2-3 ans, la question de la terre et le problème agraire a été réglé, pour de bon. Et donc quand on voit l'histoire, donc on peut discuter sur les chiffres. Conquest, qui est un ancien agent de service secret britannique et qui est maintenant le plus grand spécialiste de l'anticommunisme au monde, c'est le plus grand académicien, qui est d'ailleurs cité dans toutes les organisations bourgeoises, petites bourgeoises, trotskistes ou autres. Vous avez, par exemple, il y a un truc qui me revient à l'esprit. En 89, en pleine campagne anticommuniste, les trotskistes de la bande de Mandel ont fait un spécial sur l'Union soviétique et le titre, c'était « Qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre la nature du stalinisme ?» Ils ont cité 2 auteurs, Conquest et Solzhenitsyn. Alors, 2 mois plus tard, le Vlaamsblok, dans son journal, ils ont un mensuel, ils ont fait un petit article, ils ont dit que maintenant la nature du communisme est claire pour n'importe qui au monde depuis les œuvres révélateurs de Conquest et de Solzhenitsyn. Donc lui, il a dit qu'il y a eu 3 millions de morts pendant la dékoulakisation. Entre-temps, les chiffres officiels des gens qui ont été expropriés, qui ont été renvoyés en Sibérie, ont été publiés jusqu'au dernier homme, parce que tous ont été enregistrés. Et donc on peut maintenant calculer, donc il y a un journal français qui a repris les œuvres des historiens soviétiques sous Yeltsin, donc on peut calculer qu'il y a eu dans tout le mouvement, tout le bouleversement de 2-3 ans, entre 200 000 et maximum 300 000 morts, par la lutte ouverte et par la famine.